Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est dans la deuxième journée de cette semaine. On va essayer d'être un peu plus tranquille, on va essayer de feuilleter quelques livres dans Cosmo Réunionnais. Et celle qui tourne les pages. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jismi. Alors, ce déconfinement, ça se passe toujours bien? Ça se passe toujours bien et aujourd'hui je vais vous parler d'une belle rencontre livresque. J'ai pas peine de poser la question, c'est déjà jeté sur son livre, on va parler du bouquin. Oui, désolée, donc je ne veux pas vous raconter ma vie quand même. Un petit peu quand même. Non. Mais je pense que les téléspectateurs commencent à vous connaître. Si vous pouvez leur donner un petit peu de votre vie, ça... Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être sérieux et ça va être beau, surtout. C'est une belle rencontre. C'est Christine Zenato qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on va te redire son nom. Christine Zenato. Zaneto. Zaneto, désolée. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Et le livre, c'est Il pleut sur la Nationale 7 aux éditions Penta. Un gros coup de cœur. C'est... désolé pour les autres livres pays. Ça a été mon gros coup de cœur du confinement en livre pays. Une belle... tout ce que j'aime. Je vais laisser Christine en parler, mais voilà, un roman où... D'accord, on va parler un petit peu de la passion de Gaël Guiton pour la pluie, finalement. Non, on va parler de la passion de Gaël Guiton pour les quêtes d'identité, pour les personnages sombres, qui ont un passif assez douloureux et qui essayent d'avancer dans la vie avec malheureusement les mauvaises armes qu'on leur a fournies. C'est surtout de ça qu'on va parler. Avant de commencer, je vais vous demander, vous êtes né où Je suis née dans la région grenobloise et je me suis installée à La Réunion il y a quelques années. Et vous avez fait quelles études? J'ai fait des études dans le social. D'accord. Vous avez toujours eu cette passion de la lecture, du livre? Oui, la passion de la lecture dès très petite, c'est accompagnée pas mal par mon père, en fait, qui me proposait des lectures au fur et à mesure. Et puis, je me suis mise à écrire, un peu toute seule dans mon coin. Puis, j'ai pas mal participé à des ateliers d'écriture. J'ai écrit beaucoup. Puis voilà, écrire, c'est me sentir vivante. D'accord. Quels sont vos auteurs Oh là, mes auteurs à moi, autant des classiques ou... Ça, c'est une question à laquelle Parce qu'on a fait à l'école, parce qu'on a tous passé le même bac, donc on a tous... c'est pas tellement à l'école que j'ai aimé les auteurs, mais je sais pas, je pourrais citer Duras ou... qu'est-ce que je pourrais dire Kundera, beaucoup. L'amant, ça reste pour Duras, l'amant, ça reste quelque chose que vous avez apprécié? Oui, entre autres, oui. Et puis plein d'autres, Kundera, Tahar Ben Jelloul, puis Camus, beaucoup, enfin... d'auteurs. Oui. C'est difficile de choisir. C'est des classiques? Des classiques. On a parlé de Duras, on a parlé de... Oui. Et puis, oui, pas mal de classiques, oui. D'accord. C'est les auteurs classiques de ce XXe siècle que vous appréciez? Oui. Parce que on a eu ces deux exemples-là. On a parlé de l'amant, on a parlé de... Camus, ça reste l'étranger. Je crois que c'est un prix Nobel aussi. Oh, ça, c'est pas ça qui m'importe, c'est l'écriture, en fait. Moi, je crois que ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on s'est écrit. C'est la forme de à la limite, l'histoire. On peut raconter beaucoup d'histoires, mais c'est la manière dont les choses sont dites, oui. D'accord. Ouais. Et là-dedans, c'est ce que vous avez fait, c'est de mettre la forme d'abord, de dire les choses, d'écrire les choses. Alors, je peux dire que c'est parti d'un fait réel que j'ai entendu. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, à 16 ans, fugue et qui passe plusieurs mois dans les bois. Puis au moment de l'automne, où il commence à faire froid, les chasseurs le repèrent et le signalent aux gendarmes. Et au poste, la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est de savoir si sa disparition a été signalée. Et en fait, elle ne l'a pas été. Et à partir de ça, je me suis posé la question, comment est-ce que c'est possible que des parents ne se préoccupent pas d'un enfant qui disparaît ? Et donc, d'où vient-il? Et comment est-ce qu'il s'est construit avec cette base d'histoire? Et donc, à partir de là, je me suis mise à écrire comme par scène, en fait, par étape, par instant de vie. Et je construis son histoire comme ça, de l'enfance jusqu'à l'adulte, 40 ans à peu près, dans sa quête de vie. Et c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à la forme de l'écriture. Qui reste très subtil. Ouais. Et là, il y a des sujets très forts à aborder. Donc, comme j'expliquais, la quête d'identité, la place de l'homme, parce qu'on a un homme ici qui est à la frontière, qui ne sait pas vraiment... C'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il est, c'est qu'il est
face à sa famille qui ne le comprend pas et qui surtout lui font des remarques assez difficiles, assez terribles tout le long du roman, et il essaye de trouver sa place. Et c'est vrai que j'ai comparé le personnage de Lionel à une fleur. À une fleur qui pousse et que malheureusement le terreau n'est pas bon à la base, et comment cette fleur peut pousser et devenir belle avec ce terreau qui est bancal et qui il y a des mauvaises herbes et tout. Donc voilà, plus l'image est bien trouvée pour Lionel, hein, en tout cas, parce que moi, dans ce roman, on est à savoir mais qui est Lionel, parce qu'il y a vraiment cette quête d'identité, à se dire, on le voit, comment dire, ça reste subtil, c'est sombre, on sait pas qui il est, on se voit qu'il cherche et qui jusqu'à ce qu'il trouve enfin sa voie. On a peur qu'il bascule dans le dark, comme je dis, dans le côté sombre. Voilà. On est sur la limite. Avec Christine, j'ai trouvé la limite à chaque fois. C'est bien positionné et à chaque fois on est sur une limite. Est-ce qu'on va franchir cette limite? Et là, dans cette écriture que vous avez faite, est-ce que la femme, la mère, j'allais dire, a négocié de temps en temps avec celle qui écrivait, ou vous êtes vraiment allé dans quelque chose qui n'avait pas de relation avec ce que vous connaissez ou ce que vous avez déjà vécu? Moi, je me suis attachée à ce personnage, à comment j'imaginais de ce qui avait pu le construire, en tout cas, ou le construire, ou comment il avait traversé ces choses-là, avec une écriture qui part comme de l'intérieur de lui-même, en fait. Il me semble que c'est toujours, ce que je décris, c'est toujours comment lui-même a pu le voir. Alors évidemment que je me suis servi de ce que moi j'ai pu voir de la vie, y compris des choses anecdotiques, de ce que j'ai pu vivre, mais c'est toujours, par exemple, je lui fais faire un trajet de train, qui est un trajet que j'avais fait moi. Mais dans la description, c'est de son regard à lui. Et un regard qui, à mon avis, le choix que j'ai fait, assez poétique, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, et du coup tellement sensible que du coup tout l'atteint. Et comment il va être dans une quête de pouvoir de tenir debout tout seul. C'est ça sa quête, en fait. Tenir debout tout seul, malgré un démarrage dans une famille extrêmement la communication difficile, elle est dysfonctionnelle. Voilà. La communication Est-ce que le cadre, c'est un cadre provincial, c'est-à-dire un peu à la campagne, ou c'est... Alors oui, l'enfance est dans la Drôme profonde, la Drôme au bord de la Nationale 7, d'où le titre « Il pleut sur la Nationale 7 ». Bon, une petite anecdote, mais cette Nationale 7 qui est dans l'imaginaire français, la route des vacances, du soleil, de la mer. Et là, moi, je montre dans cette enfance, dans une ville rue de la Drôme, l'autre face de cette Nationale 7 ouvrière, où il peut pleuvoir, il pleut, et donc comment, à partir de cette enfance-là, après il va dans sa vie d'adulte bourlinguer et s'installer à Lyon, et après dans Lyon, c'est aussi une description de ses déambulations, de l'errance dans cette ville, avec quelque chose pour moi d'une volonté de rendre visibles tous ces invisibles, tous ces gens solitaires extrêmement seuls qu'on croise dans la ville et auxquels on ne prête aucune attention. Si on fait une comparaison, par exemple, avec le Grand Môle de Fournier, que ce soit de Hurlevent, le gamin de l'alchimiste de Paulo Coelho, ces gamins se retrouvent face à eux-mêmes, et on voit la difficulté du cheminement. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Tout à fait. Et puis évidemment, du coup, la question centrale de toute vie, c'est sa quête de l'amour. Ouais. Comment il va pouvoir aborder la question amoureuse ou la relation aux femmes avec un démarrage tellement catastrophique qu'il y a dans son rapport aux femmes quelque chose qui est à la fois d'une recherche de tendresse immense et en même temps une forme de violence, en fait. Soit une violence qui lui est faite, soit une violence qu'il est à la limite de faire. Et il va produire des sentiments extrêmement contrastés auprès des femmes. Et je pense aussi, pour les lecteurs ou les lectrices, il peut être aperçu soit comme inquiétant, soit comme extrêmement attachant, perdu. On peut avoir beaucoup d'empathie, on peut aussi avoir envie de le détester par moments. Voilà, c'est ce qui est de la nature humaine, en fait, assez ambivalente. De la nature humaine, mais surtout
de l'environnement qui va le conditionner, qui va le faire grandir, qui va le rendre un peu individualiste, en même temps le rendre tendre. C'est tous ces paradoxes aussi qu'il faut... Tout à fait. Et ça, moi, je crois que c'est exactement comme ça que Lionel va tenter de se construire. Mais je crois que c'est un peu notre histoire à chacun aussi. On est tous quand même en but à des choses ambivalentes, contradictoires, paradoxales, y compris quand on a peut-être plus de chance dans son premier environnement. Mais en tout cas, c'est cette quête de grandir, se construire et tenir debout malgré le passif. Le passif et puis aussi malgré ce que représente la vie et les relations sociales. Et humaines. Quand on parle des relations humaines, et on sait très bien à quel point le cadre, l'environnement a un rôle important. Le niveau social, le niveau intellectuel, tout cela, quand ça se combine, parfois, ça fait des bombes à retardement. Tout à fait. C'est ce qu'on ressent en fait dans le roman. Comme je dis, la lecture elle est très addictive parce que dès le départ on comprend que quelque chose ne va pas et on avance. Il y a cette boule qui se forme, moi qui s'est créée chez moi. Je me dis, en fait on n'a pas envie de le lâcher parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. J'insiste beaucoup sur la frontière. Est-ce qu'à un moment donné, Lionel, il va franchir cette frontière et basculer et le lecteur, il est dans l'attente, pas dans l'attente, je dirais, qu'il franchisse, dans l'attente que le bonheur s'ouvre à lui, en fait. Oui. Que quelqu'un lui tende la main à un moment donné et le sorte de ce gouffre, en fait, le sorte de ce puits et le lève et lui montre, voilà, regarde le soleil il est beau, tu peux profiter, tu peux avancer, tu peux se passer, te créer toi-même, malgré ce que tu as vécu. Et c'est vrai que ça peut provoquer des réactions en chaîne chez le lecteur, parce qu'il y a des séquences très fortes, très dures à vivre, et on se dit, j'aurais pu être à la place de Lionel. Et dans ce livre, quand on parle d'individualisme, là, il faut plus parler d'individualité, parce que chaque individu essaye de se construire vraiment. Oui. Moi, je pense pas que... j'aurais pas employé le mot, effectivement, d'individualiste. C'est plus une quête d'identité et puis une soif immense de relation aux autres. Et en même temps, comme s'il n'avait pas eu des clés pour le faire. Voilà, je décris une mère qui ne dit jamais rien, une mère assez presque absente à elle-même et qui, du coup, va avoir des attitudes tout à fait... inadapté par rapport à l'éducation d'un enfant ou des enfants, puisqu'il y a aussi des frères. Et donc, du coup, ce démarrage de la relation quand même affective de base va peser tout au long de sa vie. Et pour autant, il est aussi dans quelque chose de tendre, d'attentionner aux autres. Il a cette espèce il en a tellement besoin que lui-même, il est aussi dans quelque chose d'ouvert. Et est-ce que là aussi, on va voir généralement quand on a besoin d'amour, quand on manque d'amour, qu'on essaye d'en trouver, la question c'est pour essayer de le ressentir, on en donne beaucoup. Alors oui, vous avez raison, on en donne beaucoup et parfois on en donne trop, ou on en demande trop. Et c'est là où ça devient tellement envahissant pour les femmes qu'il rencontre que du coup, il va très souvent, provoquer le rejet. Parce qu'à un moment donné, ça devient étouffant. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est difficile à supporter pour l'autre. Oui. Et là, vraiment, il y a quelque chose pour lui de comment, à la fois, se sentir capable de se suffire à lui-même et en même temps de se rendre compte que c'est impossible et d'être tellement confronté à la solitude que là, justement, il va être, par moments, limite. Et on ne sait pas trop où il va basculer. Et aussi, la répétition des rejets déclenche d'autres schémas. Oui. Ouais. Et puis des angoisses très fortes. Et en même temps, moi, j'insiste parce que c'est en même temps quelqu'un qui a un regard, je dis, poétique, qui a un regard attentif. Il est capable de voir le soleil, il est capable de voir les belles choses autour de lui, mais ça n'aboutit jamais à sa quête qui est finalement impossible. C'est un puissant fond, en fait. Non seulement c'est ça, mais je veux dire, à quel moment quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel exceptionnel, qui ne travaille pas peut se rendre compte que ce qu'il a besoin, c'est lui qui doit lui apporter. Alors ça, je suis pas sûre que ça dépende du niveau intellectuel. Et justement, ce qui est attachant, de mon avis, sur le personnage, c'est que
Il a effectivement un très petit bagage, hein, il a une culture extrêmement limitée, mais il a une capacité dans le rapport aux objets, par exemple, c'est très étonnant pour moi. Enfin, en l'écrivant, ça c'est venu comme ça, mais quelque chose du souci, bon, par exemple, du souci de la planète. Et donc, il est extrêmement écolo, alors que voilà, il y a rien qui l'avait mené sans doute à ça. Et ça fait partie des éléments qui, me semble-t-il, permettent de lui donner cette humanité, cette force de continuer à vivre et à chercher. J'allais dire, le manque d'amour, le manque d'attention, ça, c'est un paradoxe, ça provoque aussi chez l'autre le don de soi, ou pas? Bah, en tout cas, pour Lionel, ça a provoqué, oui, déjà une attente. C'est beaucoup d'attente. Moi, je l'ai vu comme quelqu'un qui attend que quelqu'un l'aime, quoi, et qui comprend pas ce qui se passe. Moi, je l'ai vu, je l'ai senti comme ça, Lionel. Après, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas eu d'amour et vont avoir cet amour exacerbé après, bien plus tard. Vont avoir peut-être parfois un amour étouffant. D'autres vont vivre le rejet et rester fermés sur eux-mêmes. Ça dépend des personnes, comment elles peuvent réagir. Oui, alors après, oui, on peut aussi se dire que peut-être celles qui sont en face, puisque c'est quand même les femmes qui cherchent, vont sans doute, oui, être attirées par cette quête, cette demande d'amour, hein, qui va les pousser vers lui. Il y a quelque chose tellement doux, tellement attentif à l'autre chez lui, que du coup, il y a quelque chose qui vient en retour. Mais justement, après, c'est comment ça peut tenir dans le temps quand la demande devient tellement forte que c'est plus possible, c'est étouffant, c'est ce paradoxe. Puis en même temps, il a aussi des moments où le manque, parce qu'il y a le rapport au corps, hein, le rapport au corps dans l'amour, et il y a aussi le rapport au sexe, et où il va par moments être ni d'un côté ni de l'autre, et ça va être extrêmement troublant pour les femmes en face. Et justement, pour ça, j'allais dire, ça renforce un petit peu j'allais dire, les paradoxes de sa personnalité. Oui, c'est bien sûr, il est ambigu ou ambivalent, mais là aussi, j'insiste, un peu comme chacun de nous. Tout à fait, non. Et donc du coup, oui. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que ce livre ne reste pas que sur cette personnalité. Je pense que ça peut venir nous interroger chacun sur notre rapport à l'autre, à l'amour, à la demande. Je pensais que vous alliez dire notre rapport à nous-mêmes d'abord. Ça aussi, vous avez raison. C'est vrai. Comment chacun de nous, on est face au monde, en fait. Hein. C'est vraiment le regard sur le monde, comment chacun va le Parce que quand construire. on vous écoute à la lecture de ce livre, que ce qu'il cherche, et il ne trouve pas chez l'autre. Donc ça ne veut pas dire, est-ce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que c'est sur lui qu'il doit... On va pas dire la fin, mais... D'accord, ok. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé quelque chose... Il y a un âge symbolique. Alors, après, c'est parce que j'ai grandi comme ça, mais on m'a toujours dit qu'un homme à 40 ans, des fois, il se réveille. Et c'est vrai que, j'avais dit à Christine, elle n'a pas eu besoin, en fin de compte, de poser la temporalité, en fait. On comprend que c'est de la naissance. Et elle m'a demandé, à quel âge tu crois que Lionel... J'ai dit, moi, j'ai vu 40 ans. Parce que j'avais ce symbole-là d'un homme à 40 ans. Des fois, il se réveille, il se découvre. Et elle m'a dit, oui. Et du coup, je dis, t'as pas eu besoin d'expliquer les âges, parce qu'on voit, en fait, les étapes d'un homme, donc ça aurait pu être une femme aussi, mais on voit les étapes d'âge quand ça arrive, l'adolescence, déjà, à 16 ans. On a 2-3 ans pour entrer dans l'âge adulte. Après, on a 18-20 ans. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie? Souvent, à 30 ans, un homme va se dire, j'aimerais bien fonder une famille, j'aimerais bien être en couple, j'aimerais bien me poser. Puis 40 ans, on se réveille. Même une femme aussi, c'est pareil. Hein, oui. Donc voilà, il y a ces petites tranches d'âge qu'on voit bien dans l'évolution de Lionel. Sauf que ces tranches d'âge n'ont pas les mêmes valeurs en fonction de l'individu. Aujourd'hui, certains sont encore ados à 40 ans. Ou pas. Oui. Bon, et c'est vrai que même Lionel, on peut se demander par moment, effectivement, où il est. Oui. Même dans ses 30-40 ans, on peut se demander, par moment, il manifeste des choses assez adolescentes, effectivement. Oui. Et c'est aussi des allers-retours de comment on se construit chacun. Oui.
Parce que en vous écoutant, finalement, on a parlé de beaucoup de choses et de beaucoup de monde. C'est-à-dire que, à la rigueur, n'importe quelle personne peut à un moment ou à un autre, dans la vie de cet homme, ou de cet adolescent et de cet homme après, se comparer à lui. Parce qu'il y a des moments où ils vont se rapprocher de lui. Oui. Oui. Alors moi, je peux dire que j'ai eu des lecteurs hommes qui, on sait, sont réputés pour lire moins de romans que les femmes. Mais les hommes qui ont lu le roman, beaucoup m'ont dit que c'était impressionnant comme ils s'étaient retrouvés à un moment ou à un autre, quoi. Et en particulier, justement, dans le rapport au corps, à la femme et à la sexualité. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il est tellement perdu que ça peut être un moment de vie de n'importe quel individu. Oui. C'est ça. Et la question, c'est que, j'allais dire, c'est pas à cause du confinement, hein, il est perdu dans son monde à lui. Mais qu'est-ce qui pousse l'individu, finalement, à partir à la recherche de lui dans l'autre? Être apaisé, moi j'ai eu une quête, quand je parle des quêtes d'identité, je parle aussi de quête d'apaisement de soi, de enfin se trouver pour avoir les pieds bien ancrés sur terre et avancer et vivre sa vie. C'est pour ça que j'adore ces romans-là, c'est parce que j'attends avec impatience à chaque fois que le héros trouve le bonheur. Et puis du coup, moi je suis heureuse avec lui et je pleure avec lui en fait. Et c'est pour ça que ces romans-là me parlent à chaque fois, me provoquent des émotions intenses et ils sont très addictifs. Bon, après, des fois, la quête ne se fait pas, le bonheur ne se trouve pas, bon, là aussi, on pleure, mais l'auteur arrive toujours à cheminer et à expliquer pourquoi. Mais il donne aussi quand même un petit message d'espoir à chaque fois. Et puis, sans doute, il y a une quête de reconnaissance. Nous sommes des êtres de relation. Et du coup, cette solitude immense, il y a toujours ce souhait d'échanger, de partager, de rencontrer. Les femmes d'abord, mais aussi des copains, aussi une vie sociale. Et aussi, il y a aussi la question du rapport au travail. Et comment, là aussi, il bute chaque fois à se faire rejeter ou lui-même à se mettre à l'écart. Parce que c'est toujours la même question, c'est toujours envie de s'inscrire quelque part dans un réseau. En tout cas, on arrive à la fin de la discussion. On aura fait 23 minutes de discussion. Merci à vous deux. Je ne sais pas si ça va vous permettre de continuer votre cheminement et d'avoir, je dirais, un modèle auquel vous pourrez aussi vous conférer ou vous comparer. En tout cas, ce sera l'occasion peut-être d'échanger avec vous. Pour ça, merci Gaëlle Guiton. Merci donc à Christine, on va dire son nom parce que Zanetto. Donc merci d'être venue merci à vous. Cet échange. On va marquer une pause et puis on se retrouve juste après.